Bienvenue dans Paroles sans tabou. Je suis Naomi, infirmière sage-femme depuis une bonne décennie. Par ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et expériences en matière de santé. Je tiens à remercier ceux qui me suivent dans cette aventure et si c'est votre première fois, soyez la bienvenue. Alors cet épisode est dédié à l'incontinence. C'est vrai, quand on parle d'incontinence, bien souvent on pense aux femmes, aux personnes âgées, on pense aux pertes urinaires, d'autres vont résumer ce sujet au fait de redevenir un peu comme un bébé. Et évidemment, il y a ceux qui n'ont jamais entendu parler d'incontinence. Bien, quelle que soit votre connaissance ou non de ce sujet, restez avec moi. On abordera les aspects clés ensemble et en résumé, comme ça on a tous une vue d'ensemble. On sait que la médiatisation est le moteur de la connaissance de beaucoup de monde. Donc plus un sujet sera médiatisé et plus la connaissance de base sera présente au sein de la société. Mais concernant l'incontinence, la médiatisation est très rare. À l'exception de quelques publicités pour des matériaux de protection face à l'incontinence, bien, dans ces publicités-là, qu'est-ce qu'on voit généralement? On voit généralement, pour ne pas dire uniquement des femmes, ce qui, à mon sens, fausse la réalité pour un certain groupe de la société. Vous me comprendrez un peu plus tard dans cet épisode. Vous voyez, l'incontinence est un sujet qui est tellement tabou que les personnes concernées n'osent aborder ce sujet avec les soignants. Et quand elles vont l'aborder avec les soignants, bien, c'est généralement quand elles n'ont plus le choix, de par le caractère très avancé ou trop avancé de leurs symptômes. Avant de rentrer dans le comment du pourquoi, j'aimerais d'abord qu'on voit ensemble ce qu'est l'incontinence concrètement. Il faut savoir que l'incontinence peut se présenter sous deux formes. On a la forme urinaire, qui est la perte involontaire et incontrôlée d'urine, mais on a aussi la forme fécale, qui est la perte involontaire et incontrôlée de sel ou de gaz. Ces deux formes-là peuvent se présenter en même temps ou de manière séparée. On peut voir l'incontinence chez la femme, chez l'homme ou encore chez l'enfant. À préciser que chez l'enfant, on parle d'enfants âgés de plus de 5 ans et d'incidents en dehors des heures du sommeil. Dans cet épisode, on va se concentrer sur la population adulte. Mondialement, on estime que environ 423 millions de personnes âgées de plus de 20 ans souffrent d'incontinence. 423 millions de personnes. Et pour aller plus loin dans les chiffres, plus spécifiquement, en Belgique, on estime qu'une personne sur 10 souffre ou pourrait souffrir d'incontinence. Dans ce qu'on appelle l'incontinence, on a plusieurs types d'incontinence qui sont d'application pour la perte d'urine, tout comme pour la perte fécale. Enfin, les deux premiers sont d'application pour la perte fécale, pour être plus précise. Premièrement, on a l'incontinence d'effort. Alors l'incontinence d'effort, c'est la forme d'incontinence urinaire la plus souvent constatée chez les femmes. Et le mécanisme sera le même que ce soit au niveau de l'urine ou des selles. Ça sera la fuite de matière qui va apparaître lors d'un effort inhabituel, comme par exemple un fou rire, une toux, l'éternuement ou encore le fait de porter un objet lourd. La deuxième forme d'incontinence qu'on rencontre, c'est l'incontinence d'urgence. Cette forme-ci est aussi connue au niveau de l'incontinence fécale. Et l'incontinence d'urgence, c'est quand la fuite de matière apparaît directement après la sensation de devoir aller aux toilettes. Mais on n'a pas le temps d'arriver aux toilettes qu'il y a déjà la fuite. Le troisième point, plus précisément, dans le contexte de la fuite urinaire, on parle d'incontinence par regorgement. C'est une forme d'incontinence qui est la plus commune chez les hommes qui viennent avec des plaintes. Pourquoi? Parce qu'elle est généralement liée au fonctionnement de la prostate. La prostate qui est un organe qu'on ne retrouve que chez les hommes. Et alors le mécanisme sera une fuite goutte à goutte d'urine à cause de trop plein au niveau de la vessie de l'homme. Il y a des exceptions naturellement, comme par exemple les personnes atteintes de paraplégie ou les personnes qui développent un diabète, qui peuvent aussi avoir l'incontinence par regorgement. Après, on a l'incontinence mixte. Ça sera un mélange en fait entre l'incontinence d'effort et l'incontinence d'urgence. Et ensuite, on sait que la vessie se contracte, mais on peut voir aussi au moment des contractions de la vessie une perte systématique d'urine qui est aussi une forme d'incontinence. Bien sûr,
les causes de l'incontinence urinaire peuvent être réversibles telles que, je vous donne des exemples, une infection urinaire, l'usage de certains médicaments ou des substances qui excitent l'incontinence urinaire telles que la caféine ou l'alcool. On a déjà parlé du diabète. Le diabète, pourquoi? Parce que le diabète crée une production excessive d'urine. Il peut aussi y avoir des malformations des voies urinaires, mais bon, ce sont des exemples réversibles. Concernant l'incontinence fécale, on sait que les causes sont plus souvent plus lourdes, donc moins réversibles, telles que des lésions de nerfs. Des lésions de nerfs qui seront beaucoup plus difficiles à guérir. Mais on est d'accord pour dire que peu importe que la cause soit irréversible ou non, les désagréments causés par l'incontinence sont les mêmes. D'ailleurs, on parle de l'incontinence comme une épidémie silencieuse. Silencieuse parce qu'elle éveille des sentiments tels que l'anxiété. L'anxiété qui est liée à la peur de sentir l'urine ou de sentir les selles, à la sensation d'être sale. Et on voit aussi de la stigmatisation. Dans certains pays, les personnes qui manifestent des signes d'incontinence sont chassées de leur communauté. On voit le manque d'estime de soi et une forte tendance à la dépression. Tout cela va se passer de manière dissimulée consciente, et va créer une souffrance qui va directement impacter donc la qualité de vie générale des personnes qui rencontrent ce problème. La qualité de vie générale sur le plan social, sur le plan actif, mais aussi sur le plan sexuel. En gros, on peut dire que c'est un sujet qui touche à la santé physique, à la santé mentale, et j'irais même plus loin en disant à la santé socio-économique. Oui, parce que les économies aussi sont touchées quand il s'agit d'acheter des protections ou encore d'avoir accès aux soins de santé adéquats pour éventuellement guérir. Vous l'aurez compris, l'incontinence est un excellent terreau pour la tourmente qu'est le tabou. Et dans cette tourmente de tabou, on se rend compte que les hommes sont les plus hésitants à consulter pour des symptômes d'incontinence par rapport aux femmes. Pourtant, l'incontinence chez l'homme n'est que rarement un problème isolé. En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que souvent, l'incontinence chez l'homme prévient d'autres choses. On rentre dans la minute prévention, messieurs et dames. Une des plus importantes raisons d'incontinence chez l'homme est liée à la prostate, est liée à la grosseur anormale de la prostate. Cela sera aussi associé avec des signes urinaires visibles. Vous verrez que le débit de votre urine change, avec des différences dans la fonction érectile et éventuellement des fuites urinaires en dehors, mais aussi pendant l'acte intime si votre cas est fortement avancé. Dans ce contexte, comprenez que une grosseur anormale de la prostate peut être quelque chose de bénigne qui est lié à l'âge de l'homme, mais il faut aussi exclure le cancer. Et cela n'est possible que par un examen médical par un spécialiste tel qu'un urologue. Je tiens à aborder ce sujet pour encourager les hommes jeunes, entre guillemets, à agir s'ils se retrouvent dans ce cas de figure. Mais comprenez bien que de manière générale, il est conseillé, messieurs, dès 45 ans, de faire un examen annuel de votre prostate pour détecter et exclure au plus tôt possible les risques de cancer. Sachant que les problèmes de prostate sont la première cause d'incontinence chez l'homme, mais pas que. Chez la femme, hormis certaines maladies spécifiques, on voit souvent des plaintes d'incontinence liées aux changements hormonaux et périodes stressantes pour les muscles du bassin. Je donne des exemples tels que la grossesse, l'accouchement ou encore la ménopause. Maintenant, quand on parle d'incontinence fécale, ou je reprécise encore la perte de sel ou de gaz incontrôlé, il est important d'avoir des exemples concrets parce qu'on sait que l'incontinence fécale existe. Par exemple, elle va être l'un des signes qu'on peut retrouver chez des personnes souffrant de maladies intestinales avec pour élément principal des diarrhées foudroyantes à des moments impromptus. À titre d'exemple, ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable. Mais on sait aussi que dans certaines zones du monde, les femmes ont plus de chances de développer des malformations dans la zone du bassin à cause d'accouchements anormalement longs, avec pour résultat la fusion de zones par un passage qui n'était pas là au départ, ce qu'on appelle une fistule.
Et ces fistules vont former donc un passage entre des zones telles que l'anus et le vagin. Bien, on voit là une perte incontrôlée de sel via le vagin. Pour ce qui est de l'incontinence fécale, il y a encore moins de personnes qui se présentent pour être soignées. Et donc généralement, on réalise que les gens en souffrent quand on les soigne pour autre chose et qu'on a un premier incident, deuxième, troisième, etc. Pourtant, sachez que le traitement de l'incontinence, peu importe la forme, existe et le traitement est généralement encadré en équipe de différentes spécialités pour offrir les meilleurs soins. Je vais donner un peu des exemples. Sur base des examens et des résultats d'examen qu'on aura, je ne rentre pas dans les détails des examens, sinon ça serait un peu trop long, on va choisir le traitement à suivre. Cela peut être des soins médicaux, cela peut être des séances de physiothérapie kiné, des séances de physiothérapie ou kinésithérapie ciblée, ou encore des chirurgies réparatrices. Par exemple, dans le cas de la fistule, ça sera une chirurgie réparatrice. Sans compter aussi qu'il y aura des conseils pratiques pour améliorer la vie de tous les jours, tels que stopper la caféine, continuer à s'hydrater, à s'alimenter normalement, ne surtout pas diminuer les fréquences en espérant diminuer les incidents. On va aussi réapprendre à uriner et à aller à selle correctement. Ça semble un peu risible, mais c'est vraiment ce qui se fait de la rééducation des muscles du bassin. Et il y a encore plein d'autres choses qui sont pratiquées. Et avec tout cela, bien, il y aura un soutien psychologique. Et le soutien psychologique sera là pour réhumaniser la personne stigmatisée ou auto-stigmatisée. Donc, le but précis sera de reconstruire la dignité de la personne. C'est vrai, l'incontinence ne disparaîtra pas dans tous les cas, parce que parfois les causes sont bien plus profondes ou simplement le fait du vieillissement naturel du corps. Mais le seul moyen de savoir si les raisons sont petites, grandes, réversibles ou irréversibles, blablabla, c'est de consulter dès les premiers signes. Je me répète, consulter dès les premiers signes. À défaut d'être guéri, bien, passer au-delà de la barrière psychologique qu'est le tabou de soigner son incontinence fera disparaître les malaises psychologiques liés à la maladie. Vous voulez savoir de quoi sera fait le prochain épisode ? Abonnez-vous et activez la cloche pour être informé quand il sortira. Toute question, suggestion est la bienvenue en commentaire. N'ayez crainte, je ne mords pas encore. Et en attendant, je vous laisse avec cette citation. Soulève ta charge jusqu'au genou, on t'aidera à la mettre sur la tête.